Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour équilibrer votre alimentation durant les derniers jours du mois de Ramadan, mais également vous conseiller sur quel régime adopter juste après l'Aïd si vous voulez perdre du poids. Les derniers jours de Ramadan sont en général plus éprouvants que les premières semaines. L'accumulation de la fatigue, le manque de sommeil, l'épuisement mental font que l'on fait de moins en moins attention à notre alimentation. Nous craquons plus facilement sur les sucreries et sur les aliments gras. Comment rattraper autant d'excès durant les derniers jours? Comment passer un Aïd sain et gourmand? Est-ce une bonne résolution de commencer un régime après l'Aïd? Pour mieux nous répondre, nous avons le plaisir de recevoir Dr Bla Abdelwaheb, médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Le plaisir pour moi. Nice. Avant de commencer à parler du vif du sujet sur le rééquilibrage alimentaire, je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, quelle est la différence entre le rééquilibrage alimentaire et un régime minceur? D'accord. Donc le rééquilibrage alimentaire, ça s'inscrit dans le long cours. Le régime, c'est vraiment c'est quelque chose qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le rééquilibrage alimentaire, c'est une nouvelle expression qui a été créée parce que tout simplement, on a remarqué que les régimes ne donnaient rien. Donc c'est vrai qu'on perd sur une courte durée, mais il y aura toujours l'effet yo-yo. Donc les mauvaises habitudes vont reprendre le dessus. Par contre, le rééquilibrage alimentaire, c'est inculquer aux gens, donc leur réapprendre à manger sainement. Donc prendre de bonnes habitudes et les garder toute leur vie. Donc le but du rééquilibrage alimentaire, c'est de gagner en santé. Donc le deuxième objectif qui viendra après, c'est peut-être de perdre du poids. Mais ce n'est pas le premier objectif. Par contre, les régimes, tout ce qui est régime minceur, déjà ça a une connotation péjorative. Donc quand on dit je vais commencer un régime, déjà c'est déprimant tout simplement. Tout à fait, c'est vrai. Et ça dure quelques temps. On n'arrivera jamais à garder un régime strict, restrictif et tout pendant 6 mois, voire 1 année ou autre. Par exemple, les études ont démontré que commencer un rééquilibrage alimentaire, on allait perdre du poids de façon progressive et durable. Par contre, si on commence un régime restrictif strict, on perd du poids rapidement. Mais quand on compare 2 personnes, celle qui a fait un rééquilibrage et l'autre qui a fait un régime strict et qui essaie de garder de bonnes habitudes de régime, au bout d'1 année, on se rend compte que la personne qui a fait son rééquilibrage alimentaire aura perdu plus de poids et sera en meilleure santé. Si on compare les 2 personnes sur un plan biologique, donc si on fait des bilans biologiques, si on voit si la personne a une anémie ou autre, donc la personne qui a fait un rééquilibrage alimentaire sera une personne saine de l'intérieur aussi. Donc pas d'anémie, pas de carence, pas de hypocalcémie, etc. Par contre, celle qui a fait un régime restrictif, donc c'est le terme restrictif. Tout à fait. Donc il y aura peut-être une anémie, une hypocalcémie, une hypovitaminose D. Donc il y aura un déficit en vitamine D et on connaît toute l'importance que la vitamine D a actuellement. Il y aura d'autres carences qui seront vraiment néfastes sur la santé de la personne. Celle qui fait un régime restrictif reprendra son poids, voire même gagnera plus de poids après. Et il y aura l'effet yo-yo. Il y aura peut-être une déprime après. Oui. Quelque temps après, il y aura l'hiver, etc. Donc le régime, on pourra l'oublier, mais la personne sera toujours frustrée et reprendra un autre régime, peut-être plus strict, plus restrictif. Oui, c'est ça. Donc c'est pas des habitudes vraiment un cercle saines. vicieux. Voilà, exactement. Par contre, le rééquilibrage, donc c'est rééquilibrer une personne qui avait de mauvaises habitudes. Le terme qu'il faut enregistrer dans cette expression, c'est équilibre. C'est équilibre. Tout à fait. Donc manger sainement tout au long de l'année, pendant toute sa vie. Et se faire plaisir de temps en temps. Exactement, il n'y a pas de restriction justement. Il n'y a aucune restriction. On peut manger par exemple une pizza, on peut manger un sandwich, etc. Mais que ce soit ça, tout simplement. Comme disent les sportifs, un cheat day. C'est-à-dire un jour par semaine, on peut se faire plaisir. Bien sûr, tout à peut... fait. C'est essentiel, on ne vit qu'une fois de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Donc autant se faire plaisir. Et par rapport alors c'est vrai que par rapport au régime,
c'est vrai qu'on trouve des régimes, par exemple, des régimes spécial protéines, spécial légumes, et des régimes cétogènes apparemment maintenant, régime méditerranéen. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces régimes, justement? Il y a du vrai, il y a du faux, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a beaucoup de médiatisation, etc. Pour ce qui est, par exemple, des régimes, on sait que le régime méditerranéen, c'est le meilleur, tout simplement. Après, il y a un deuxième régime qu'on appelle DASH. C'est un régime qui a été créé pour contrer l'hypertension artérielle, mais on s'est rendu compte que c'était un régime équilibré. Donc, ces deux régimes-là sont des régimes qui font partie du rééquilibrage alimentaire. Voilà. Les autres régimes, tout ce qui est cétogène, tout ce qui est régime du camp, etc., c'est des régimes qui sont restrictifs. Donc, c'est enlever un nutriment qui est essentiel à l'organisme, qui est essentiel à l'être humain. Par exemple, le régime cétogène. Peut-être qu'il y aura un bénéfice quelque part, mais pas au long cours. Parce que si on ne mange plus de glucides, on va manger du gras. Oui. Et le gras, au bout de 6 mois, au bout d'une année, etc., où est-ce qu'il va partir? Il va tout simplement s'incruster dans les vaisseaux, etc., etc. Donc, les régimes restrictifs qui sont tendance, il faut faire vraiment attention. Il n'y a pas de régime miracle, tout simplement. Moi, je parle toujours à mes patients de rééquilibrage alimentaire et le meilleur régime, j'en suis conscient, j'en suis convaincu, c'est le régime méditerranéen. C'est-à-dire, on a de la chance d'être des Méditerranéens. On a à portée de main des légumes qui sont gorgés de soleil, des fruits qui sont gorgés de soleil, on a de l'huile d'olive, on a des grains, on a tout ça. Donc, il faut en profiter. Il faut essayer de ne pas manger occidental. Donc, tout ce qui est en excès. Je parle toujours de l'excès, de la malbouffe, tout simplement. Dans les années 40, il y a eu une grande étude mondiale pour voir un petit peu tout ce qui était maladie cardiovasculaire dans le monde. Ils se sont rendus compte qu'en Crète, il y avait 2 fois moins d'accidents cardio-métaboliques par rapport aux États-Unis. Donc, ils se sont penchés sur la question. Voilà. De là est venue la notion de régime crétois, donc méditerranéen. Oui, tout simplement. Donc, ils se sont rendus compte que l'alimentation avait un rôle primordial dans la santé de l'être humain. Voilà. Donc, régime crétois égale régime méditerranéen, c'est le meilleur équilibrage alimentaire. Parfait, parfait. Et si, c'est-à-dire, je me dis, à associer ce régime méditerranéen plus une bonne activité sportive, je pense que ce serait vraiment l'idéal. Hein. Bien sûr, c'est l'idéal. Bien sûr, il faut essayer d'allier tout ça avec nos habitudes de vie. C'est vrai que le travail, c'est vrai que la famille, etc. Mais il y a 24 heures dans une journée. On peut quand même trouver 30 minutes pour pratiquer une activité sportive simple. Une simple marche est considérée comme une activité sportive. Faire du jardinage, etc. L'essentiel, c'est de ne pas rester sédentaire. Parce que la sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire. Elle est considérée comme telle, tout comme le tabac, tout comme le diabète, etc. Donc la sédentarité, il faut vraiment lutter contre ça. La malbouffe et la sédentarité. C'est 2 alliés qui creusent un tombeau. Pardon. Mais est-ce que... Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que justement, alors il y a des personnes qui disent « je fais du sport ». Est-ce que c'est pas un leurre aussi de bien manger et de faire du sport? Est-ce que c'est pas un leurre dans le sens où je fais du sport, je mange bien, je fais du sport, donc je risque pas de grossir plus que ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes qui font cette équation-là? Je pense que tout est une question d'équilibre. Je parle toujours d'équilibre, que ce soit alimentaire ou bien un équilibre de vie, tout simplement. Donc il faut trouver du temps pour faire du sport, parce que les recommandations mondiales en matière de santé préconisent de pratiquer une activité sportive d'endurance, qu'on appelle le cardio. C'est minimum 30 minutes, 1 jour sur 2. Je vous ai dit, une simple marche était considérée comme une bonne activité sportive. Allié à cela, un bon régime alimentaire sain, tout en se permettant de manger ce qu'on veut de temps en temps, ce dont on a parlé tout à l'heure, le cheat day. Voilà. D'accord. Donc finalement, c'est une bonne équation de faire du sport, de rééquilibrer l'alimentation, de faire du sport, mais à condition de ne pas manger le double. Exactement, voilà. Bien sûr. À condition de ne pas manger le double pendant notre cheat day. D'accord, très bien. Et comment vous expliquez qu'il y a des personnes qui, malgré un régime alimentaire, du sport, n'arrivent pas à maigrir? Alors,
on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes gènes, on n'a pas tous la même vie, le même travail, les mêmes habitudes de vie, la même famille. Il y a des personnes qui sont en surpoids dans la famille, donc c'est une question d'hérédité aussi, voilà. Et il y a des personnes qui ont été, par exemple, qui ont subi des problèmes psychologiques et autres, donc on n'a pas la même vie, tout simplement. Donc par rapport à cela, normalement, chaque personne qui désire perdre du poids doit consulter un médecin. Parce que si on se réfère à tout ce qu'on trouve sur le net, etc., à la télé, etc., il y a de tout, il y a de rien. Et il y a de bons conseils, c'est vrai, mais il y a de très mauvais conseils. Donc si on va essayer de faire des régimes restrictifs, on va perdre en santé, on va perdre en qualité de vie, etc. Donc il faudra faire attention à tout ça. Est-ce que ça ne cache pas d'autres maladies, le fait de grossir sans possible, bien sûr. Quand on reçoit un patient qui est en surpoids, on se doit bien sûr d'abord de faire une enquête psychologique pour voir s'il n'y a pas un problème psychologique qui a déclenché cela. Et après cela, on voit tout ce qui est organique. Il y a des maladies qui donnent le surpoids ou bien l'obésité. Par exemple, l'hypothyroïdie. Il y a des problèmes hormonaux qui provoquent le surpoids. Donc, si on va faire des régimes restrictifs alors qu'il y a une pathologie sous-jacente, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus on peut aggraver la pathologie qui a créé le surpoids. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres maladies, par exemple, Bien sûr, oui. Il y a tout ce qui est polykystose ovarienne, il y a le syndrome de Cushing, donc c'est l'excès de cortisol. Donc la plupart, c'est des maladies endocriniennes. D'accord, voilà. Très bien, très très bien. Maintenant, revenons justement à l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Les derniers jours, voilà, il ne reste pas beaucoup de jours pour se séparer de Ramadan. Et est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour rééquilibrer notre alimentation les derniers jours? Oui, déjà, pour ce qui est de Ramadan, c'est vrai que c'est dur les derniers temps. Les derniers jours sont assez durs. Donc il y a le cumul du manque de sommeil, il y a la fatigue journalière, il y a le travail qu'on n'arrête pas bien sûr pendant Ramadan, il y a les soirées qui sont courtes, il y a un laps de temps qui est court pour essayer de consommer tout ce qu'on n'a pas mangé pendant toute la journée. Il faut savoir que le mois de Ramadan, normalement, c'est quelque chose de bénéfique. Le bon Dieu a bien fait les choses, bien sûr. C'est de la détox naturelle. Donc, le jeûne est préconisé par les scientifiques actuellement. On parle de jeûne intermittent, de son bénéfice, donc contre, par exemple, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, le diabète, l'inflammation chronique qu'on a tous actuellement. Donc le jeûne combat l'inflammation. Combattre l'inflammation, c'est combattre les maladies cancéreuses, etc. Donc le jeûne a des bénéfices extraordinaires. Donc le mois de Ramadan, subhanallah, c'est un mois pendant toute une année pour essayer d'équilibrer son être, tout simplement. Donc on se purifie spirituellement et physiquement et même organiquement et même psychologiquement. Mais comme on a de mauvaises habitudes, donc on mange en excès, on mange gras, on mange sucré, donc tout le bénéfice de la détox, on le perd. Donc on se retrouve dans l'intox, on intoxique son corps. Donc tout simplement, il faut essayer de manger quand même équilibré, de pas faire des achats pendant la journée, des achats compulsifs. Là on croise tout le monde dort entre 16h et 18h, c'est le pain de tout genre, c'est la fin du monde, tout va s'arrêter. C'est des confiseries. Il y a des boutiques de confiserie, il y a un monde fou, c'est alarmant. Alors que malheureusement, après la moitié part hachak à la poubelle. Bien sûr, c'est ça qui est dramatique. Bien sûr, là je parle même pas de ça. Oui, non, c'est-à-dire يشتهوا برك mais كنت تشتهوا تاكل معليش mais des fois نشتهوا et enfin يشتهوا. C'est comme ça. Mais pour équilibrer son alimentation, il faut essayer quand même de garder à l'esprit que l'excès sera stocké. Parce que pendant le jeûne, pendant toute la journée, il y a un phénomène qui est tout simple, qui est expliqué scientifiquement et tout, c'est que le métabolisme devient un peu plus lent. Donc le corps s'adapte au manque de nutriments, au manque d'énergie donc apportée par l'alimentation et se met entre guillemets en stand-by. Donc on consomme moins de calories pour ce qui est du métabolisme de base. D'accord ? Donc si on tombe dans l'excès dès que l'Adhan
Et là, on mange gras, on mange sucré, donc il y a un excès d'insuline qui sera sécrété. Et l'insuline, son rôle, il est tout simple. C'est le stockage. Oui. Donc voilà, on stocke les toxines. Donc on les libère le lendemain, on détoxifie et le soir, rebelote. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que les gens se sentent mal. C'est l'excès de malbouffe. Parce que même si c'est de l'alimentation faite à la maison, c'est de bons plats, etc. Mais c'est gras et le soir, c'est sucré. C'est tout ce qui est qalbellouz, tout ce qui est zlabia, etc. Même le sahur, on a de mauvaises habitudes pour ce qui est du sahur. Au lieu de manger équilibré, au lieu de manger des fruits, des légumes, une petite ration de sucre lent, là on se retrouve à sortir du frigo tout ce qui est shorba, encore une fois, tout ce qui est... Il ne faut pas faire ça, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que vous conseillez par exemple de remplacer shorba par un autre plat, par une soupe? Le djouez, est-ce que vous conseillez de l'enlever, par exemple? Est-ce que vous conseillez de mettre des salades à la vapeur ou bien des salades crues? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils par rapport à ça? Moi, mon conseil, c'est, je reviens vers le rééquilibrage alimentaire. Si on peut schématiser un petit peu tout ça, c'est essayer d'imaginer une grande assiette. Donc, on la coupe en 4. Donc, le quart, c'est pour l'apport en protéines. Donc, il faudra une part de protéines, qu'elle soit animale ou végétale. Donc les recommandations actuelles parlent de 50% d'origine animale et 50% d'origine végétale. Il ne faut pas manger de la viande tous les jours. Ce qui est recommandé actuellement, c'est de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. Or, on les dépasse rapidement au bout de 2 jours. C'est même pas une semaine. L'autre quart, c'est pour les légumes. Que ce soit en vapeur, que ce soit salade, même des légumes qui accompagnent le djouez, par exemple. Donc, que ce soit un quart de légumes, un quart pour les fruits de saison et un autre quart pour les sucres lents, pas les sucres rapides. Donc, les sucres lents. Pour ce qui est, par exemple, des sucres lents, la shorba frik, elle est super bien équilibrée. Très bien. Parce que le frik, c'est un sucre lent et c'est un sucre qui est complet. Donc, c'est riche en fibres. La shorba, elle est riche en légumes, ça hydrate. Donc, je conseille bien sûr à tout le monde de commencer par une bonne shorba. Au chno, il faudra équilibrer les choses. Donc, shorba frik, shorba vermicelle, shorba beda et soupe de légumes de temps en temps. Très bien. D'accord. Très Donc, bien. pour ne pas avoir des problèmes gastriques qui vont en découler. Pardon, excusez-moi. Et par rapport au shorba, alors on a tendance à mettre beaucoup de gras, de la viande de mouton et tout. Voilà, je pense que vous conseillez de diminuer. Il faut essayer d'alléger quand même. D'accord, voilà. Même en épices, même en tomates, parce que les problèmes digestifs sont franchement fréquents pendant. Donc, je conseille au long de la semaine de prendre une soupe de légumes, de varier les légumes, soupe un velouté de poireaux, etc. Pour ce qui est de la shorba, de limiter le gras, je conseille à tout le monde de limiter le gras parce que ce que je dis aux gens, c'est pour savoir si vous avez cuisiné gras, c'est de mettre le plat au frigidaire. Le lendemain, quand on le ressort, il y a la couche de gras. Est-ce que vous pourrez manger ça? Tout à fait. Voilà. Ils vous disent tout simplement non. Mais on le mange quotidiennement. Je conseille aux gens de limiter les sauces. Oui. Parce que ça consomme du pain avec. Donc il faudra manger peut-être des légumes vapeur de temps en temps, sauter des gratins de légumes aussi. Voilà, tout à fait. Tout en limitant bien sûr la béchamel et le fromage. Oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce que par exemple les aliments, est-ce que vous préconisez est-ce que vous préconisez plutôt des aliments crus, enfin des légumes crus ou bien des légumes cuits? Alors, une source de fibres est toujours essentielle. Une source de fibres. Donc, les fibres, c'est les graines entières, c'est les légumes et les fruits. Ce que je conseille, bien sûr, aux gens, c'est d'équilibrer les choses. Trop de légumes crus, ça veut dire des fibres qui seront difficilement digestibles. Donc, il y aura des problèmes de digestion après. Donc, on va dire qu'un jour sur 3, c'est les légumes crus. Je conseille aux gens toujours de manger une salade de légumes vapeur. Donc avec un filet d'huile d'olive, avec de l'ail, etc. pour un petit peu donner du goût. Tout ce qui est salade crue, donc salade verte, tomate, etc., ce sera un petit peu dur à digérer vu la quantité de gras et de sucre qui va venir après.
Donc le tout sera difficilement digestible. Très très bien. Et le bourek au four, hein, c'est une bonne alternative. Hein. Pour moi, c'est le bourek au four. Voilà, il y a pas de trop gras. Franchement, ce sera déjà la viande, dur à digérer. Déjà s'il y a de la viande, la viande elle est grasse, donc bien en sûr, plus le fromage, on mange trop de calories pendant le four. Oui, on mange trop de calories. Trop. Donc au lieu les journées hors Ramadan, on mange entre 2000 et 3000 calories par jour. Ça dépend de tout un chacun. Mais pendant Ramadan, des fois, on dépasse les 5000 calories. Oui. Parce que c'est trop sucré et trop gras. Donc, on ne mange pas sainement. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors qu'il y a des alternatives, c'est juste qu'on est happé par nos habitudes. Exactement, c'est des habitudes ancestrales. Moi, je conseille aux gens d'inculquer ça à leurs enfants. Tout à fait, c'est exactement ça. De plus en plus des gens qui essaient de ne plus acheter tout ce qui est sucré aux enfants. Parce que le goût s'acquiert dès l'enfance. Le goût sucré, il faut savoir qu'on garde le goût sucré pendant 48 heures. On réclame le sucre après avoir mangé du sucre. Exactement, il y a une addiction. Elle est plus dure à combattre que l'addiction aux drogues, à la cocaïne. Voilà, c'est incroyable, oui, c'est incroyable. Et par quoi on pourrait, par exemple, remplacer ça aussi, le sucre, voilà. Par exemple, on peut se dire que, allez, ok, au lieu de manger, je vais manger des fruits. Mais par quoi aussi on peut remplacer le sucre et le gras? Parce qu'il y a même cette tendance à vouloir manger du gras aussi. On a parlé tout à l'heure de rééquilibrage alimentaire. C'est des habitudes saines qu'il faut apprendre. Ça va prendre du temps, mais il faut faire ça. Parce que je vous donne un exemple. Un café noir. Les Algériens sont addicts de café noir. C'est 3-4 cuillères à café de sucre qui accompagnent ce café. Moi, je dis aux patients, surtout les diabétiques, essayez d'équilibrer un petit peu les choses. Commencez, vous prenez 2 cuillères à café, prenez-en 2. Au bout d'un mois, une seule cuillère à café. Et après, essayez de consommer votre café graduellement. Ça ne sert à rien d'enlever du jour au lendemain. Après 6 mois de café noir sans sucre, essayez de prendre un café sucré. Très bien. Tout simplement, le goût, on va associer le plaisir du café au café amer. Oui, c'est ça. Donc ce sera le vrai plaisir du café et non pas le café sucré. C'est plus le plaisir du sucre. Même pour ce qui est, par exemple, des sucres cachés. Par exemple, le pain, c'est bourré de sucre. On sait tous, une baguette, c'est environ 20 morceaux de sucre. Donc, au lieu de consommer une baguette par jour, essayez d'en consommer une demi-baguette par jour. Tout à fait. Essayez de remplacer le pain blanc, donc la farine blanche, par farine complète. Exactement, par le sha'ir, le qamh, etc. Caïn en plus, hein. Il y a des boulangeries qui font de tout. On est fan de féculents, de pâtes, etc. Il y a des pâtes complètes actuellement. Il y a du riz brun, etc. Donc il faut essayer d'apprendre à manger sainement, tout simplement. Par exemple, dans le café, si on remplace 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de sucre par du miel, par exemple, est-ce que c'est une bonne alternative? Bien sûr, voilà. C'est naturel, mais que ce soit du miel vrai. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est une très bonne alternative. D'accord, ok. Voilà, parce que le sucre blanc, le sucre roux, etc., c'est du poison. Oui, non, alors là, le sucre roux... c'est ihdarul abyadayn, donc c'est le melh et le sucre. Et en médecine, on a ajouté un troisième poison blanc, c'est la farine, et le quatrième, c'est le gras. Donc ces 4-là, il faut ajuster les choses. Surtout quand on commence à dépasser les 40 ans. Donc quand on a 20 ans, on va brûler toutes les graisses, on est fort tout simplement, on est en bonne forme, etc. Mais à partir de 40 ans, commence le déclin. Même donc à partir de 40 ans, c'est le déclin. Là, il faudra faire attention à sa santé. Donc limiter les 4 poisons blancs, pratiquer du sport régulièrement, etc. Bien sûr, le tabac aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors... Par rapport au gras, c'est vrai que notre corps, il demande du gras. On a un besoin de gras. Oui. C'est bon, c'est gras. En plus, il paraît que le gras, on a cette addiction du gras et du sucre par rapport à la composition du lait maternel. Oui, donc on est un petit peu attiré. Maintenant, le gras, par contre, on pourrait le remplacer. Graduellement par du gras végétal et puis il faudra l'enlever tout simplement. Il faut savoir que les 3 nutriments sont essentiels. Donc c'est les sucres, les protéines et les lipides. Donc le gras, on a besoin de 50% de sucre par jour, de 30% de gras et de 20% de protéines. Donc il faut toujours trouver son équilibre.
manger trop gras, ce sera néfaste pour la santé. Ne pas manger de gras, ce sera néfaste pour la santé. Tout est une question d'équilibre. Même actuellement, tout ce qui est lipides, on sait tout ce qui est gras saturé, insaturé, etc. Donc, il y a la notion de mauvais gras et de bon gras. Bon gras, oui. Donc, tout ce qui est bon gras, c'est les huiles naturelles. Donc, l'huile d'olive, on en a, alhamdoulilah. Tout ce qui est, par exemple, les graines, les oléagineux, etc. Ça, c'est du bon gras. Donc, c'est des sources d'oméga 3. Et les oméga 3, on sait que c'est bénéfique pour le cœur et pour la santé des vaisseaux. Donc, il faut privilégier le bon gras par rapport au mauvais gras. Le mauvais gras, c'est tout ce qui est viande rouge, grasse, donc c'est l'agneau, c'est la façon de cuire aussi. Oui, aussi. Donc, la cuisson joue un rôle primordial dans l'assimilation du gras. Si on cuisine à l'eau ou bien façon vapeur, etc., là, on mangera plus sainement, tout simplement. Tout à fait. Les fritures, je parle toujours des fritures. Les fritures, et, par exemple, tout ce qui est viande, les grillades, etc., la couche noirâtre, là, c'est du poison. C'est du cancer. C'est du cancer, tout simplement. Voilà. Donc, il faudra cuire sainement. Je conseille toujours aux gens de cuire à l'eau, vapeur, etc. Au four aussi, papillote, etc., etc. Très bien. Et il y a aussi tahina. Tahina, voilà, c'est des grains de sésame qui est aussi riche en calcium. C'est du bon gras. Bien sûr. Donc, bien voilà, sûr. Toutes les graines sont bonnes à consommer. Le fenugrec, même les, par exemple, les concassés, donc tout ce qui est noix de cajou, etc. Jadis, on parlait de ça comme étant des produits qui étaient néfastes et tout. Mais là, actuellement, comme le bon gras est tendance, donc tout ce qui est oméga 3 et tout, les recommandations mondiales, c'est prendre une poignée de concassés par jour, que ce soit pas salé, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, tout pour les bénéfices qu'on aura sur le cœur et le vaisseau. Très bien, parfait, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Maintenant, l'Aïd. Ça y est, c'est bon, Ramadan. Maintenant, Aïdna, comment faire l'Aïd, comment passer un Aïd sain et gourmand? Parce que alors là, ça, c'est un défi, hein. C'est vraiment un défi. Avec le sucre. Super défi. Avec les gâteaux sucrés, avec les plats. Il y en a qui mangent douar le premier jour de l'Aïd, qui mangent le zillouf. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner plein de conseils sur ça? Bien sûr. Bon, l'Aïd, c'est déjà une joie. Bien sûr. Le mois de Ramadan, donc on célèbre ça en famille, etc. Donc c'est les gâteaux, les sucreries, c'est le repas familial de midi, c'est le couscous généralement, avec beaucoup de viande, beaucoup de gras, etc. Et le soir, c'est grillade. C'est une tendance algérienne. C'est vrai. Donc, dans tout ça, il faut savoir que on s'est habitué, on a habitué notre corps, on a habitué notre estomac à jeûner toute la journée. Donc, c'est 16 heures de jeûne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès. Le matin, c'est vrai, on a envie de reprendre son café. C'est vrai. C'est une satisfaction, c'est un plaisir. Mais il faut essayer d'équilibrer les choses et ne pas surconsommer tout ce qui est sucrerie. Donc, un demi-gâteau ou bien un gâteau le matin. C'est surtout pour s'habituer à manger en journée. Donc, c'est le déjeuner. À midi, c'est vrai que c'est un repas convivial, familial et tout, mais c'est la même chose. Si vous mangez trop gras, si vous mangez trop en grosse quantité, etc., il y aura une indigestion. Vous allez souffrir toute la journée. Tout l'Aïd sera gâché. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut essayer quand même d'équilibrer les choses, de commencer par une salade tout simplement et de manger un demi-plat de ce qui est du plat convivial, familial. Donc, par exemple, le couscous. La viande... Le couscous, c'est déjà bien, ça va, ça va être des sucres lents, je pense. Mais le problème, c'est que le couscous algérien, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Plus il est meilleur. Bon. Voilà, exactement. C'est vrai. La viande qui est grasse, donc la sauce sera grasse, donc il y aura beaucoup de gras. Donc sucre et gras, c'est les deux choses à éviter quand on déjeune juste après Ramadan. Donc, il faut essayer quand même de commencer par une source de fibres, donc salade de légumes vapeur ou même salade de légumes crus pour surconsommer des fibres. Donc, il y aura
comment on veut dire. Donc les fibres vont faire obstacle contre tout ce qui est sucrerie et tout ce qui est trop gras. Donc voilà, on essaiera d'équilibrer les choses. Quand on commence avec une bonne salade, on aura moins faim après. Donc on va pas surconsommer. Exactement. Et je donne toujours le conseil de finir avec un fruit ou bien un yaourt nature pour améliorer la digestion. Le soir, il faut essayer de manger vraiment léger. Une soupe de légumes, une grillade ou ça. C'est déjà très bien. Oui, bien sûr. Les boissons, les boissons gazeuses, vous n'avez pas parlé. Voilà. Je m'en doutais. Je n'en parle pas parce qu'elles sont proscrites. Pour moi, elles sont proscrites. C'est du poison, c'est des gaz en plus, c'est de l'indigestion en plus, c'est du surpoids, c'est des calories vides. Ça c'est ne sert du absolument ballonnement à rien. aussi. Exactement. Oui. Moi, je préconise toujours de consommer tout ce qui est naturel. Oui. On a encore de l'orange. Tout à fait. On a de très beaux citrons. C'est vrai que c'est assez cher. C'est cher, oui, mais les oranges, ça va, ça reste raisonnable. Exactement. Donc, faire son jus naturel à la maison, sans sucre ajouté, il n'y a pas mieux. Oui, tout à fait. Ou bien on peut rajouter, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu de miel. Bon, pour ceux qui ont vraiment un palais sucré, un petit peu de miel, un petit peu de sucre d'agave, du sirop d'agave. Bon, c'est cher, c'est clair. C'est vrai. Et aussi la poudre de date aussi. Voilà. Oui. Il y en a qui ajoutent la poudre de date. Personnellement, je le fais. C'est-à-dire, j'ajoute la poudre de date. J'en connais, oui. C'est clair que la texture n'est pas comme le sucre. Parce que... C'est vrai. Mais ça reste une alternative. Mais il faut essayer de s'habituer à consommer moins de sucre. Oui, tout à fait. Moins de sucre, moins de gras, etc. Tout à fait. Très, très bien. Donc, ça y est, l'Aïd, ça va. Vous nous avez donné d'excellents conseils. Maintenant, il y a des personnes qui se disent, c'est bon, pendant un mois, je me suis éclatée. Maintenant, je vais faire un régime. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que c'est déjà une bonne idée de faire un régime après Ramadan? Est-ce que c'est une bonne résolution? Et si oui, comment procéder? Donc, commencer un régime tout de suite après Ramadan, c'est pas vraiment franchement une bonne idée. D'accord. Parce que Ramadan, ça veut dire qu'on a un métabolisme qui a été ralenti. Donc, si on commence un régime juste après, le métabolisme ne va pas être accéléré. Bien au contraire, on va le ralentir encore plus. Donc, on aura du mal à perdre. Ce sera frustrant. Et comme je vous ai dit, je ne prescris pas de régime. Oui, bien sûr, je tout à fait, c'est prescris un rééquilibrage alimentaire. Donc, je conseille aux gens de prendre 2 semaines, de se reposer, d'essayer de manger sainement, d'essayer d'accélérer le métabolisme. Et après, on pourra parler de perte de poids. Très, pas très de régime. Bien. Oui, non, c'est vrai. Là. Vous avez très bien fait de me pour la perte de poids, rattraper. Donc, une consultation de perte de poids, elle est bien systématisée. Donc, c'est une enquête alimentaire pour voir les habitudes de vie alimentaire de la personne, pour ne pas frustrer la personne. Si, par exemple, la personne mange beaucoup de fruits, de légumes, mange souvent dehors, etc., on ne va pas quand même changer toutes les habitudes de vie de la personne. Si elle mange dehors chaque midi, par rapport à son travail, il faudra essayer de s'adapter à ça, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est essayer de coller aux patients et non pas de donner tout simplement, par exemple, une fiche aux patients, voilà, tenez, ceci est permis, ceci est déconseillé, et vous allez voir, vous allez perdre du poids. Donc, on va transformer la personne en lapin. D'accord, ok, laboratoire. Salade, carottes, etc. Ah, lapin dans le sens où elle va manger des crudités, etc. Okay. Mais ça, c'est pas bénéfique. Franchement, c'est de la restriction, tout simplement. Oui, non, ça, c'est pas... Comme on est en train de parler hors antenne, vous m'aviez parlé d'une de vos patientes qui consommait 500 calories par jour. Exactement. Ouais, c'est terrible. Ouais, effectivement. Et alors, désolé, je vais revenir à l'Aïd parce que j'ai oublié de parler des diabétiques. D'accord. Oui. Est-ce que c'est possible de donner quelques conseils aux diabétiques pour l'Aïd? Les diabétiques, c'est toute une problématique. Oh, oui. J'en reçois quotidiennement. C'est des patients qui veulent jeûner. Il y a des patients qui peuvent jeûner, il y a des patients qui ne peuvent pas jeûner. Parce que tout simplement, il y aura des complications du jeûne. Ils vous disent, je me sens bien, je peux jeûner, etc. Mais il y a des complications internes qu'ils ne voient pas eux-mêmes. C'est des complications métaboliques. Donc, c'est déshydratation, etc., etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je leur conseille de manger franchement équilibré pendant tout le Ramadan et de ne pas faire d'excès pendant l'Aïd.
tout ce qui est sucrerie et tout, c'est pas franchement proscrit, ça dépend de chaque patient. Ça dépend du traitement du patient. Donc le diabétique type 1, c'est un patient qui n'a plus d'insuline, donc il va en recevoir de façon artificielle. Dans les meilleurs cas, si la personne est instruite par rapport à son diabète, par rapport à l'insuline, etc., c'est un patient qui n'aura aucune restriction, qui pourra manger tout ce qu'il voudra. C'est une question de ce qu'on appelle une insulinothérapie fonctionnelle. Donc on donne de l'insuline par rapport à ce que mange le patient. Donc il n'y a pas de régime particulier pour le diabétique type 1. Par contre, le diabétique type 2, c'est conventionnellement une personne qui est en surpoids, une personne qui mange beaucoup de gras, qui a de l'obésité abdominale, etc. Donc le travail, il sera plus dur chez cette personne-là. C'est des habitudes de vie qu'il faudra inculquer à ce patient-là, la pratique d'une activité physique, essayer de manger équilibré, etc. Et pendant l'Aïd, c'est tout simplement une problématique parce que franchement, ils sont tentés de surconsommer les gâteaux, etc. D'accord, vous pouvez tout simplement manger des gâteaux, mais essayez de ne pas tomber dans l'excès, tout simplement. C'est le seul conseil que je puisse donner aux Est-ce qu'il y a des alternatives, par exemple, faire des gâteaux aussi avec du miel, ou bien faire des gâteaux avec de la poudre de date? Est-ce que vous conseillez ça? Donc il n'y a pas de contre-indication à manger. L'ennemi du diabétique, c'est le sucre blanc. Il faudra éliminer le sucre blanc, parce que le sucre blanc voudra dire hyperglycémie. Si cette personne-là qui est diabétique voudra manger des gâteaux, il faudra manger les sucreries après un repas équilibré. Parce que si on mange des fibres, des protéines, etc., il y aura tout simplement une baisse de l'assimilation des sucres, même les sucres rapides. Très bien. Même si on prend par exemple une confiserie, le conseil c'est de les prendre après un repas équilibré et qui a dans sa contenance les 3 nutriments, donc du bon gras, des protéines et les sucres lents. Si on mange une sucrerie, ce sera en fin de repas. Très bien. Tout simplement. Ça va ralentir l'absorption du glucose de l'intestin vers le sang. Donc il n'y aura pas une hyperglycémie qui sera difficile à gérer après. Donc ça, c'est un conseil qui est très intéressant pour vraiment déculpabiliser déjà. Bien sûr. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, je suis en train de manger quelque chose, on va dire des cochonneries, des friandises et tout, des gâteaux, mais si je prends des fruits et des légumes, ça va rééquilibrer un petit peu. Ça rééquilibre un petit peu. C'est une question, je compare ça à des embouteillages. Vous prenez une grosse cylindrée et un camion dans des embouteillages, ils vont rouler à la même vitesse. Donc le sucre rapide avec protéines, gras, etc., il y aura une absorption qui sera un petit peu lente, donc il n'y aura pas l'hyperglycémie postprandiale qu'on connaît chez le diabétique. Il y a beaucoup de conseils qu'on pourrait donner aux diabétiques. C'est une comment vous dire, c'est un apprentissage. Le rééquilibrage alimentaire, c'est pour tout le monde. Mais il y a un rééquilibrage alimentaire spécial diabétique. Je pense que le sujet est assez vaste. Oui, de toute façon, on refera une émission spécialement pour ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Avec Saha. J'ai appris beaucoup de choses. Sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que nos auditeurs et téléspectateurs aussi, ils ont appris beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, docteur? Est-ce que mais maintenant je m'oriente vers la caméra. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre cabinet ou de votre blog aussi? C'est Ahmedeya, mais j'ai une page Facebook, c'est Dr Belal Lohab Nutrition. Très bien. Donc je prodigue des conseils quotidiennement, des conseils en nutrition et en santé de façon générale. Et j'espère que ce sera bénéfique pour tout le monde. J'ai appris beaucoup de choses. Votre page elle est très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Et l'adresse de votre cabinet, s'il vous plaît? C'est Ahmedeya. Oui. Donc on mettra la page Facebook et ça pour vous contacter. Voilà, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup infiniment. Ça aide à l'avance. Merci beaucoup. J'espère que cette émission aura été fructifiante et intéressante pour vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, sur Facebook, Instagram, Twitter, sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage,
santé.